Chers étudiants, bonjour. Je suis le professeur Boudiaf et je vais faire avec vous aujourd'hui l'histologie de l'appareil urinaire. Voilà le plan. Donc, après des généralités, on va voir un peu l'embryologie et enfin la structure en détail. On fera surtout le rein et on parlera un peu du bas appareil urinaire, c'est-à-dire les voies excrétrices, extrarénales et la vessie. Donc, sur le plan anatomique, l'appareil urinaire est représenté par une association de deux parties qui sont embryologiquement, morphologiquement et physiologiquement distinctes. Donc, il y a une partie glandulaire représentée par les reins et une partie excrétrice, c'est-à-dire c'est les parties qui vont excréter les urines vers l'extérieur. Sur le plan physiologique, donc, le rein aura deux fonctions principales. La première fonction est bien sûr l'épuration du milieu intracellulaire et bien sûr une fonction endocrine. Donc voilà, pour avoir une idée, bon, ça c'est l'anatomie. Je pense que vous avez déjà vu l'anatomie des reins, etc., avec leur position, etc. Donc, on a les deux reins avec les deux uretères qui vont se relier au niveau de la vessie et enfin, qui va se terminer par l'urètre. Voilà une autre image pour montrer les rapports. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout l'embryologie. D'abord, dans notre cours, l'ébauche rénale est d'origine mésoblastique. Plus précisément, le mésoblaste intermédiaire. On aura maintenant une planche pour vous montrer ça. Donc, elle dérive du mésomère à partir du 32e jour du développement embryonnaire, c'est-à-dire tout au début du deuxième mois. La formation des reins va passer par trois stades successifs à retenir, s'il vous plaît. Donc, il y a la formation d'un rein céphalique qu'on appelle pronéphros, puis d'un rein moyen qu'on appelle mésonéphros, et enfin d'un rein caudal qu'on appelle métanéphros. La plus grande majorité du rein va dériver de ce qu'on appelle le métanéphros. Voilà. Mais des parties excrétrices vont provenir quand même à partir d'un bourgeon urétéral qui est un diverticule du canal mésonéphrotique. Donc, ce qui est en rouge, vous le retenez très bien chez l'homme, c'est-à-dire dans l'espèce humaine. Le rein définitif provient surtout du métanéphros, mais une partie des voies excrétrices provient du mésonéphros, qui va en grande partie régresser, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, et le pronéphros qui va régresser complètement. Donc, c'est une notion très importante. Donc, la plus grande partie, c'est le métanéphros, c'est surtout la partie sécrétrice, et la partie excrétrice va dériver de ce qu'on appelle le mésonéphros. Donc, voilà une image qui va vous montrer les trois types de mésoblastes. Donc, le mésoblaste paraxial, intermédiaire, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'origine des reins, et enfin, le mésoblaste latéral. Donc, l'origine du rein est surtout mésoblaste intermédiaire. Donc, ici, sur une coupe sagittale d'un embryon. Donc, on a l'apparition d'abord du rein céphalique, qui est le pronéphros, qui va totalement régresser. Le mésonéphros et le métanéphros. Donc, la plus grande partie va provenir de ce métanéphros et il y a une partie excrétrice qui va dériver de ce qu'on appelle le mésonéphros qui va pratiquement disparaître en grande partie. Maintenant, on va passer à l'organisation générale du rein. Quand on va observer en microscopie optique une coupe sagittale d'un rein au faible grossissement, bon, on a bien sûr une capsule d'enveloppe avec le parenchyme rénal qui est à l'intérieur. On va voir deux colorations distinctes qui vont nous donner le cortex et la médullaire. Donc, on aura une partie, bien sûr, quand on dit cortex, c'est-à-dire que c'est à l'extérieur. Voilà, c'est le hile du rein. Et ces parties-là, il y a où l'astérix jaune, c'est ce qu'on appelle la médullaire. Donc déjà, d'ores et déjà, on va subdiviser le rein en cortical et médullaire. Voici. Donc, comme vous voyez sur l'image, il y a l'apparition au niveau du cortex des petites structures arrondies
qui vont représenter ce qu'on appelle les glomérules, on va les voir tout à l'heure, ou bien les corpuscules de Malpighi. Et bien sûr, on devine d'ores et déjà un système tubulaire, aussi bien au niveau du cortex que de la médulaire. Donc ici, c'est pour vous montrer la différence. Ce qui est en vert, c'est la médulaire, on va le voir en détail. C'est les parties médulaires, ce qui est en vert. Et ce qui est en rouge, c'est la partie corticale. On va commencer par la médulaire. C'est la zone parenchymateuse centrale, ou profonde, comme vous voulez. De coloration plus claire, on l'a vu sur les images. Donc, elle est constituée par une série de pyramides qu'on appelle pyramides de Malpighi. Il y en a entre 7 à 13 dans l'espèce humaine. Chaque pyramide va comprendre une base, la base qui est bien sûr la base élargie, qui est orientée vers la capsule du rein, on va le voir sur le schéma. Et cette base va être elle-même subdivisée en petites pyramides appelées les pyramides de Ferenc. Il y a 400 à 500 pyramides de Ferenc par pyramide de Malpighi. On va le voir sur le schéma pour que ça soit plus clair. Et enfin, le sommet du corpuscule de Malpighi qui est arrondi, orienté vers le hile rénal, et chaque sommet constitue une papille. On a donc 7 à 13 papilles, parce qu'on a entre 7 et 13 corpuscules de Malpighi, qui vont déboucher dans les calices. Vous l'avez vu, je pense, en anatomie. On va le voir sur les schémas. Donc voilà. Donc ici, on a les pyramides de Malpighi avec un sommet qui est dirigé vers le hile, et une base qui est dirigée vers le cortex, et cette base va être constituée d'autres petites pyramides qu'on appelle les pyramides de Ferenc. Ça, c'est pour la médulaire. Maintenant, on va passer au cortex. Le cortex, c'est-à-dire la zone corticale, ou bien sous-capsulaire, elle est d'aspect granuleux. Pourquoi granuleux? Parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur l'image, sur une lame de rein, il y a les glomérules des corpuscules de Malpighi qui vont donner cet aspect granuleux. Elle est répartie en 3 zones. Il y a le cortex corticis, on va le voir aussi sur le schéma. C'est la partie immédiatement sous-jacente à la capsule renfermant les vénules étoilées de Ferenc. On va le voir tout à l'heure quand on va faire la vascularisation. Il y a les labyrinthes. C'est la substance corticale qui va entourer les pyramides de Ferenc. C'est à leur niveau que vont cheminer les artères interlobulaires. On va le voir plus en détail tout à l'heure, donc je ne vais pas en parler maintenant. Et enfin, les colonnes de Bertha, c'est des prolongements de la substance corticale entourant les pyramides de Malpighi. À ce niveau chemine aussi l'artère interlobaire et sa veine satellite. Tout ça va être plus clair quand on va faire la vascularisation. Donc voici le schéma. Il y a le cortex corticis, c'est la partie directe sous-capsulaire. Il y a les colonnes de Bertha. Et enfin, les parties qui est située entre les différentes pyramides de Ferenc, qu'on appelle les labyrinthes. OK? Voilà. Donc, c'est des termes à retenir, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'organisation générale de la structure histologique du rein. Donc, en gros, une partie corticale, une partie médulaire, et ces deux parties aussi sont subdivisées en pratiquement 3 structures. Et pour la première, pour la médulaire, c'est 2 structures, et pour le cortex, c'est 3 structures. Voilà un schéma récapitulatif. C'est pour vous. Pour montrer aussi que la vascularisation va commencer au niveau du hile. Et c'est à partir du hile qu'on aura la collecte de l'urine pour nous donner finalement l'urètre. Maintenant, on va parler du parenchyme rénal, c'est-à-dire le tissu rénal. Le tissu rénal est constitué premièrement d'un système tubulaire et deuxièmement d'un interstitium. Le système tubulaire est subdivisé en néphrons. Ces néphrons vont être subdivisés en corpuscules rénal ou bien corpuscules de Malpighi et des tubes urinifères.
Et il y a aussi les voies urinaires excrétrices intrarénales. D'accord? Donc, le système tubulaire, déjà, est subdivisé en deux, en néphron et voies urinaires excrétrices intrarénales. Pour l'interstitium, c'est tout ce qui est autour de ce système tubulaire. On a le tissu conjonctif, les fibres nerveuses et les vaisseaux sanguins. On va commencer par le néphron. Donc, le néphron est considéré comme l'unité histologique fonctionnelle du rein. C'est-à-dire que le rein, finalement, c'est une succession de néphrons qui va donner finalement la fonction finale du rein. Comme on dit, par exemple, pour le poumon, c'est les alvéoles qui sont l'unité fonctionnelle. Dans le foie, c'est le fameux lobule hépatique, etc. Donc, pour le rein, c'est le néphron qui est l'unité fonctionnelle. Le néphron va être subdivisé en corpuscules qu'on appelle le corpuscule de Malpighi, qui est responsable de la filtration du sang afférent et de la production d'urine primitive. Je pense que vous allez le voir en physiologie. Et le système tubulaire cortical et médulaire. Il est associé à la microcirculation rénale. Il est responsable du contrôle de la concentration et de la composition à la fois du sang retournant à la circulation générale et de l'urine définitive. C'est-à-dire que le corpuscule de Malpighi, la fonction essentielle, c'est la filtration pour nous donner une urine primitive. Et le système tubulaire va diminuer, augmenter la concentration de certains produits pour qu'il y ait finalement l'urine définitive selon les besoins de l'organisme. Donc, je répète, le néphron est constitué de corpuscules de Malpighi et du système tubulaire cortical et médulaire qu'on va voir. On va détailler tout ça. Donc ça, c'est un tableau récapitulatif qu'on va vraiment détailler. Donc le néphron, c'est tout ce qui est pratiquement toute la partie verte. Tout ce qui est en vert, c'est le néphron. Donc le néphron est subdivisé en corpuscules de Malpighi, c'est à ce niveau-là. Et on a le système tubulaire. Le système tubulaire est subdivisé aussi en trois parties. Il y a ce qu'on appelle le tube contourné proximal. Il y a l'anse de Henle avec une portion grêle et une portion épaisse. Et il y a le tube contourné distal. D'accord? Donc tout ça nous donne ce qu'on appelle le néphron. OK? Donc on va commencer par le corpuscule de Malpighi. Donc vous voyez les corpuscules de Malpighi sont situés au niveau du cortex rénal. Et on vous montre ici qu'il y a une étroite collaboration avec le système vasculaire. Le corpuscule de Malpighi. Les corpuscules de Malpighi sont des vésicules sphériques retrouvées dans le labyrinthe et les colonnes de Bertin, c'est-à-dire au niveau du cortex. Mais il faut retenir que dans la partie du cortex corticis, on ne retrouve pas de corpuscule de Malpighi. En microscopie optique, on va remarquer qu'il existe au niveau de ce corpuscule deux pôles. Il y a un pôle vasculaire, c'est-à-dire un pôle, c'est un point d'arrivée et de départ de vaisseau, artériole afférente et efférente, on va les voir plus en détail tout à l'heure. Et un pôle urinaire, c'est le lieu d'émergence du premier tube contourné, qu'on appelle tube contourné proximal. Donc il faut retenir qu'il y a un pôle vasculaire et un pôle urinaire, et il y a deux constituants. Il y a ce qu'on appelle la capsule de Bowman qui est constituée de deux feuillets, un feuillet interne et un feuillet externe. On va les voir plus en détail en microscopie électronique. Ces deux feuillets sont séparés par ce qu'on appelle la chambre urinaire. C'est la chambre de filtration. Et enfin, le glomérule vasculaire, c'est un peloton vasculaire, c'est un véritable système porte artériel. Comme vous l'avez deviné, quand on dit système porte artériel, parce que dans le pôle vasculaire, il y a une artère afférente et une artère efférente. C'est pour ça que les capillaires qui sont à l'intérieur, on va les appeler système porte artériel. Voilà un schéma pour montrer tout ça. Donc, il y a un pôle vasculaire avec l'artère afférente, c'est-à-dire celle qui arrive, et l'artère efférente, celle qui sort. Il y a à l'intérieur le flocculus, c'est un système porte artériel. Il y a le pôle urinaire.
il y a ce qu'on appelle la capsule de Bowman qui est constituée d'un feuillet externe et d'un feuillet interne qu'on va voir plus en détail en microscopie électronique. En microscopie électronique, donc, le feuillet interne de la capsule de Bowman, appelé épithélium glomérulaire, est formé de cellules épithéliales endothéliformes qu'on appelle les podocytes. Pourquoi podocytes? Parce que c'est des cellules qui semblent avoir comme des petits pieds qui vont s'insérer sur les capillaires. Ils vont émettre des prolongements qu'on appelle les pédicelles qui vont délimiter les fentes épithéliales de filtration. C'est-à-dire que la filtration de l'urine va se faire exactement à ce niveau-là. Donc, le feuillet interne, donc il faut retenir pour le feuillet interne podocyte et le feuillet externe, il est formé, c'est comme un épithélium de revêtement qui est formé de cellules polygonales reposant sur une membrane basale. Donc, le feuillet le plus intéressant pour nous sur le plan physiologique, c'est le feuillet interne de la capsule de Bowman. La paroi des capillaires glomérulaires, elle est très très importante. Elle est constituée d'un endothélium fenêtré, avec des pores parfois diaphragmés et d'une membrane basale péricapillaire. Elle comporte 3 zones. Une zone claire interne, une zone moyenne dense et une zone claire externe. C'est la zone claire externe qui va être en contact avec les pédicelles des podocytes de la capsule de Bowman. Donc voilà, en microscopie électronique, donc là le podocyte avec les pédicelles qui est en contact direct avec les capillaires, l'endothélium fenêtré, et là c'est la chambre de filtration glomérulaire. Donc voilà, ici on reprend aussi le système porte artériel. Voilà une image qui nous montre le contact étroit entre les podocytes avec l'endothélium fenêtré. Ici, c'est une image en microscopie électronique pour montrer aussi les pédicelles qui sont en contact direct avec les capillaires du flocculus. Et enfin, le mésangiome, c'est quoi le mésangiome? C'est pratiquement le tissu conjonctif qui va combler tous les vides qu'il y a entre les capillaires du flocculus. Donc, les capillaires glomérulaires sont soutenus par un tissu connectif ou conjonctif appelé le mésangiome de Zimmermann. Il est fait de cellules mésangiales et d'une substance fondamentale amorphe. C'est quoi le rôle de ce mésangiome? Donc, des recherches sont toujours en cours, mais on a retrouvé quand même certaines fonctions qui sont le rôle de soutien du peloton vasculaire assuré par les cellules mésangiales et la matrice, le contrôle du flux sanguin aussi par le mécanisme myosine et angiotensine, une fonction phagocytaire, c'est-à-dire la destruction et la phagocytose de cellules qui sont altérées, et enfin un rôle trophique. Donc ce mésangiome est très très important. Il faut savoir que tout le système tubulaire et vasculaire du rein baigne dans un tissu qui le soutient. On va parler maintenant de la barrière hémato-urinaire. Donc, c'est quoi cette barrière? C'est l'ensemble des structures comprises entre le sang des capillaires glomérulaires et le liquide qui est contenu dans l'espace de la chambre urinaire. C'est une paroi complexe composée de, attention, il faut retenir tous les points, c'est très important. Donc, il y a l'endothélium capillaire mince fenêtré, bien sûr, la lame basale des capillaires glomérulaires avec ses 3 couches, vous vous rappelez, les 2 couches claires et la couche moyenne dense. La couche épithéliaire, ça vous fait pas rappeler, ça fait rappeler un peu la barrière alvéolo-capillaire. C'est pratiquement la même structure. À côté de la lame basale, on a la couche épithéliale du feuillet interne de la capsule de Bowman constituée de cellules très particulières qu'on a déjà vues, c'est les podocytes. Une remarque très importante, c'est la zone moyenne de la membrane basale péricapillaire qui constitue la véritable barrière de filtration. C'est la zone dense dont on a parlé tout à l'heure. C'est elle la vraie zone de filtration. Donc, retenir ces 3 points essentiels pour la barrière hémato-urinaire. Donc, c'est une image pour montrer si à ce niveau-là, on va le voir plus en détail. Voilà, en microscopie électronique. Donc, podocytes, pédicelles. Là, c'est les fentes de filtration. Là, c'est la membrane basale capillaire.
l'endothélium discontinu. Donc, en principe, c'est cette membrane-là qui est très importante. Notamment, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une zone moyenne dense qui est la véritable barrière de filtration. Et ici, c'est la chambre de filtration. OK? On a fini avec le glomérule de Malpighi. Maintenant, on va passer au système tubulaire du rein, c'est-à-dire les voies urinifères. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait parlé de tube contourné proximal, d'anse de Henle et de tube contourné distal. Les différents segments du néphron, on va voir d'abord le tube contourné proximal ou bien premier tube contourné. Pourquoi on dit contourné? Parce il n'est pas droit, il est contourné, tout simplement. Donc, il s'étend à travers toute la substance corticale. Ça aussi, c'est une notion très importante. Donc, les glomérules et les tubes contournés proximaux, on les retrouve au niveau de la substance corticale. OK? Son extrémité distale, qu'on appelle tube de Chashua, se localise dans la substance médulaire. D'accord? C'est normal parce qu'il va nous donner ce qu'on appelle, la suite va nous donner le lance de Henle. Sa paroi est faite de 5 à 6 cellules reposant sur une membrane limitant une lumière étroite qui possède un diamètre de 40 à 50 microns. Je pense qu'il y a une photo maintenant. On va le voir. Le premier tube contourné, c'est le tube contourné proximal, donc 4 à 5 cellules avec une lumière étroite. Vous le voyez très bien ici. Hein. On reprend le laïus. Chaque cellule offre les caractéristiques structurales suivantes. Il y a une bordure en brosse au pôle apical. C'est des villosités plus ou moins régulières. Hein, une bordure en brosse au pôle apical. Et une striation cytoplasmique infranucléaire due à la présence de chondriocontes qu'on appelle les batholithes de Heidenhain. Et des invaginations cytoplasmiques entre les mitochondries. Donc, c'est l'association des chondriocontes avec les invaginations cytoplasmiques qui vont nous donner l'aspect en striation. D'accord? Faites attention, ça peut faire l'objet d'une question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire chondrioconte? C'est des mitochondries en forme de bâtonnet, par opposition aux chondriosomes qui sont des mitochondries sphériques. D'accord? Donc, je reprends une bordure en brosse. Il y a sur le schéma, donc la bordure en brosse. Et les striations qui sont dues à la fois, vous voyez, en microscopie électronique. Bon, ça, c'est des microvillosités plus ou moins régulières. Et à la base, il y a les chondriocontes, c'est-à-dire les mitochondries en bâtonnet avec les invaginations cytoplasmiques. Donc, ça, c'est une notion très importante. OK? Donc, on l'appelle le segment à bâtonnet et à brosse. Segment à bâtonnet et à brosse, pour le différencier des autres segments. L'anse de Henle, elle se situe entièrement dans la substance médulaire. Elle comporte 2 branches, l'une qui est grêle descendante et l'autre épaisse ascendante. Donc, la branche de Henle, l'anse de Henle, une branche grêle et une branche épaisse. Hein, d'accord? La branche grêle, elle va nous donner l'aspect d'un capillaire sanguin avec une lumière relativement large et une paroi mince qui va comporter 2 à 3 cellules endothéliformes. Donc, c'est-à-dire en microscopie optique, si on la confond souvent avec un capillaire sanguin. Il y a quelques microvillosités courtes espacées au pôle apical et au pôle basal, il y a des expansions cytoplasmiques lamelleuses délimitant des compartiments contenant ici des chondriosomes. Donc voilà, donc c'est à ce niveau-là. Aspect des cellules endothéliformes avec quelques chondriosomes. C'est des mitochondries qui sont plutôt sphériques et non en bâtonnet. La branche épaisse de l'anse de Henle a un aspect en microscopie optique identique à celui du deuxième tube contourné avec un diamètre plus étroit. Donc, on ne l'a pas encore vu. On va voir sur le schéma. Donc, effectivement, l'aspect de l'anse épaisse, hein, les cellules, c'est pratiquement comme le tube contourné distal, mais en plus étroit. OK? Quand on va voir le tube contourné proximal, qu'on appelle aussi le deuxième tube contourné,
C'est une paroi qui va comporter 6 à 8 cellules à lumière large. C'est ce qu'on appelle le segment à bâtonnet sans brosse. Alors que tout à l'heure, le tube contourné proximal, on l'appelait le segment à bâtonnet et à brosse. Une particularité importante de ce segment, c'est qu'il présente une différenciation pariétale particulière appelée macula densa dans sa région d'accolement au corpuscule de Malpighi. On va le voir en détail dans un chapitre à part. À ce niveau, la paroi épithéliale du tube distal est faite de cellules hautes palisadiques à noyau serré. On va le voir en détail, d'accord? Donc, c'est au niveau du tube contourné proximal qu'on aura ce qu'on appelle la macula densa, qui a un rôle endocrine. Donc, on a remarqué qu'au niveau du rein, il y a deux types essentiels de néphrons. Bon, ils ont la même structure, mais selon la longueur et la disposition de ces néphrons-là, on peut distinguer en deux grands groupes. Il y a les néphrons courts et il y a les néphrons longs. Pour les néphrons courts, quand on dit néphrons courts, c'est-à-dire le système tubulaire est court par rapport aux néphrons longs où le système tubulaire est long. Donc, les néphrons courts sont situés dans la région superficielle de la corticale. Leur glomérule est de petit volume, donc la surface de filtration est diminuée. L'anse grêle de Henle est courte, n'arrive qu'à la partie externe de la médulaire. Les artérioles efférentes donnent que les capillaires péritubulaires. Et elles représentent 80 à 90% des néphrons chez l'homme. Donc, les néphrons les plus fréquents chez l'homme, c'est les néphrons courts. Par opposition, les néphrons longs sont retrouvés au niveau de la région profonde de la corticale. Ils ont des glomérules de gros volume. L'anse grêle de Henle est longue, arrive jusqu'à la partie interne de la médulaire et les artérioles efférentes donnent les capillaires péritubulaires et les vasa recta. Donc voilà la différence entre les deux, surtout au niveau de la vascularisation, la longueur et le volume du glomérule. Donc on en a fini avec le néphron qui est constitué, je le rappelle, du corpuscule de Malpighi et des tubes contournés le tube contourné proximal, l'anse de Henle, tube contourné distal. Le corpuscule de Malpighi est constitué de la capsule de Bowman avec le flocculus glomérulaire, c'est-à-dire un réseau capillaire qui va donner le système artériel porte. Maintenant, on va passer aux voies excrétrices intrarénales. Il y a ce qu'on appelle le tube de Bellini, qu'on appelle aussi tube collecteur. C'est là où vont s'aboucher les néphrons. D'accord? Donc, c'est des tubes où se jettent de nombreux néphrons après un court segment de transition appelé canal d'union. On va le voir sur le schéma. Voilà. Donc, il y a le segment d'union, un canal d'union. D'accord? Et ça, c'est le tube collecteur. Donc, on a le néphron, segment, canal d'union et le tube collecteur. OK? Donc, je reprends. Ils sont situés complètement dans la médulaire. Leur structure présente un épithélium cubique simple. Physiologiquement, ils interviennent dans la concentration finale de l'urine. D'accord? Donc, ce ne sont pas que des tubes où va passer l'urine, mais ils peuvent intervenir dans la concentration finale de l'urine. Chacun de ces tubes de Bellini reçoit les tubes contournés distaux de 11 néphrons en moyenne. D'accord? Ils descendent de façon rectiligne dans la médulaire rénale, augmentant progressivement de diamètre au niveau de la médulaire interne. Ils fusionnent par groupe de 8 pour former un canal capillaire. Donc, les tubes collecteurs vont fusionner pour donner ce qu'on appelle des canaux capillaires. Voilà. Les canaux capillaires, leur paroi est bordée par un épithélium prismatique unistratifié avec des cellules claires. On a vu, c'est-à-dire que les tubes collecteurs, il y avait un épithélium cubique. Maintenant, pour les canaux papillaires, c'est des épithéliums prismatiques unistratifiés. Les canaux papillaires vont s'ouvrir dans le calice au niveau du sommet de la pyramide de Malpighi, qu'on va appeler papille. Voilà. Donc, un canal
papillaire, en 1, c'est un canal papillaire qui va s'aboucher au niveau du calice. Se poursuit à la surface. Donc, vous voyez ici. Ici, c'est la partie. Le versant urinaire, c'est un épithélium pluristratifié. Ici, non. D'accord? Donc, en résumé, on a les néphrons qui vont s'aboucher dans les tubes collecteurs. Les tubes collecteurs qui vont fusionner en 11, je pense, j'ai oublié, 8 à 11, je ne me rappelle plus, pour donner ce qu'on appelle les canaux capillaires, les canaux papillaires qui vont s'aboucher dans le calice. Donc tout ça, on est au niveau de ce qu'on appelle la médullaire. Voilà. Maintenant, on va parler, comme je vous l'avais dit, de l'appareil juxtaglomérulaire. La microscopie optique, qu'est-ce qu'on retrouve? Le complexe juxtaglomérulaire ou appareil juxtaglomérulaire de Gore-Martyr ou segment neuro-myo-artériel juxtaglomérulaire du rein est un ensemble hétérogène constitué par, c'est-à-dire c'est une structure où il y a différents types cellulaires, mais ils vont avoir une fonction endocrine pour réguler la tension artérielle. Il y a d'abord l'artériole glomérulaire afférente qui présente deux modifications structurales de sa paroi. Il y a la disparition de la limitante élastique interne et disparition des cellules musculaires lisses de la média. Donc, il faut vous rappeler un petit peu la structure de l'artériole simple. Donc, il n'y a plus de limitante élastique, il n'y a pas de muscles lisses au niveau de la média. Il y a le lacis cellulo-conjonctif qui va séparer l'artériole glomérulaire afférente de la macula densa. Il y a la macula densa, qui est une différenciation pariétale du tube distal, on l'a dit tout à l'heure, avec aspect palissadique, c'est-à-dire c'est des cellules hautes et qui sont serrées les unes contre les autres. Aspect palissadique de cellules, de la partie de la paroi du tube contourné distal adjacente à l'artériole. Donc on a trois structures, on verra sur le schéma. Donc, la macula densa, il y a, on avait dit, l'artériole afférente, où il y aura la disparition de cellules musculaires et de limitantes élastiques internes, des cellules du tubule distal qui vont devenir hautes et serrées, c'est-à-dire palissadiques, et enfin il y a les cellules qu'on avait dit, le lacis cellulo-conjonctif, qui sépare l'artériole de la macula densa. D'accord? Donc il y a trois structures. Ces cellules-là, le lacis et les cellules palissadiques. Donc c'est un groupement qui va avoir une fonction endocrine. Donc en microscopie électronique, au niveau de l'artériole glomérulaire, on a un épithélium continu, des cellules myoïdes, possi ou afibriaires, c'est-à-dire qu'elles ressemblent aux cellules musculaires, mais ce n'est pas des cellules musculaires, myoïdes, et des cellules épithélioïdes à cytoplasme riche en granules denses, d'où le nom de cellules granuleuses élaborant la rénine. Donc, c'est des cellules qui vont élaborer la rénine du système rénine-angiotensine. Le lacis cellulo-conjonctif, qu'est-ce qu'on va retrouver à ce niveau-là? Il y a un réseau dense et intriqué de membranes basales tendues entre l'adventice de l'artériole glomérulaire afférente et la membrane basale de la macula densa, et des cellules pseudo-mesnériennes aplaties occupant les mailles du réseau de membrane basale. D'accord? Sur le plan physiologique, l'appareil juxtaglomérulaire est impliqué dans trois fonctions essentielles. Il y a la régulation locale du débit sanguin glomérulaire, l'élaboration de la rénine par les cellules granuleuses qui vont intervenir dans la régulation de la pression artérielle et de la sécrétion de l'aldostérone, et enfin la réception des informations osmotiques et des variations du volume sanguin. Donc vous voyez ici, il y a c'est pour ça qu'il y a une partie d'une artère, une partie du tube contourné distal pour avoir des informations sur ce qui se passe dans l'environnement et agir en conséquence. Voilà un schéma, donc on le reprend pour que vous compreniez bien comme il faut. En 1, c'est la macula densa. En 2, c'est l'artériole afférente. En 3, c'est le lacis cellulo-conjonctif, c'est les cellules
Ici, il y a les membranes basales, vous voyez très bien, réseau de membranes basales qui est intriqué. Hein. En 6, il y a les cellules granuleuses, hein, qui vont sécréter la rénine. Et en 5, les cellules myoïdes. D'accord? Voilà. Maintenant, on passe à l'interstitium rénal, c'est-à-dire tout le tissu qui va entourer tous ces tubules, etc., etc. Donc, on a, bien sûr, dans cet interstitium, il y a le tissu conjonctif qui est représenté par la capsule du rein, qui est faite d'une lame collagène fine et résistante. Elle envoie dans le parenchyme rénal de fins prolongements qui réalisent un discret feutrage entre les tubes et autour des vaisseaux. C'est vrai que le tissu conjonctif est très très discret au niveau du rein. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une relation étroite entre les tubes et les vaisseaux sanguins. Donc ici le tissu conjonctif a un rôle de soutien mais il ne doit pas trop gêner les échanges entre les tubes et les vaisseaux. Il y a bien sûr, en deuxième lieu, les fibres nerveuses. Ce sont des fibres amyéléniques vasomotrices. Bien sûr, elles vont entrer en jeu dans la régulation du débit, etc. Au niveau de la capsule, elles sont myélinisées et sensitives. D'accord? Et enfin, les vaisseaux sanguins. La vascularisation lymphatique est peu développée dans le rein. Ces vaisseaux suivent le trajet des vaisseaux sanguins arciformes et interlobulaires. On va les voir plus bas. Dans la médulaire, ils sont parallèles aux vasa recta. Ça aussi, c'est des termes qu'on verra tout à l'heure. Par contre, la vascularisation sanguine est très, très, très développée, bien sûr, comme vous devez le deviner. On va commencer maintenant la vascularisation rénale. Le sang artériel arrive au rein par l'artère rénale, vous l'avez vu tout à l'heure, par le hile. L'artère rénale qui est une branche de l'aorte abdominale. Le sang veineux quitte le rein par la veine rénale qui se jette dans la veine cave inférieure. Cette vascularisation externe est sujette à de nombreuses variations d'implantation, c'est-à-dire que quand on opère, il y a beaucoup de variances. Voilà. Donc, mais en général, on dit que c'est au niveau du hile qu'il y aura l'artère et la veine. Le système artériel, donc on va commencer par le système artériel. L'artère rénale traverse le hile, se divise en deux branches principales. Il y aura une antérieure et une postérieure, dont les branches de division sont dépourvues d'anastomose. C'est-à-dire c'est une vascularisation de type terminal. Ils vont se distribuer entre les pyramides de Malpighi dans les colonnes de Bertin. C'est les artères interlobaires. D'accord? Donc, on reprend. Il y a la branche, l'artère rénale principale au niveau du hile. Elle va se diviser en une branche antérieure et postérieure et elle va émettre des branches qui vont se mettre, qui vont englober ou entourer les pyramides de Malpighi. C'est des artères qu'on appelle interlobaires. Rappelez-vous un peu, la pyramide de Malpighi, on va la prendre comme lobe, donc artère interlobaire. Et enfin, à la jonction corticomédulaire, l'artère interlobaire se divise latéralement en plusieurs artères arciformes ou bien artères arquées qui circulent parallèlement à la capsule et donnent naissance aux artères interlobulaires. Voilà. Donc, lesquelles sont à l'origine des artérioles glomérulaires afférentes. Donc, on commence par, on reprend artère rénale, artère antérieure et postérieure qui vont nous donner des branches qui vont se mettre entre les pyramides de Malpighi, donc c'est les artères lobaires. Au niveau de la jonction corticomédulaire, il y aura des subdivisions en artères arciformes ou arquées qui vont après circuler en interlobulaire, c'est-à-dire entre finalement ce qu'on appelle les colonnes de Ferencz, et ils vont donner enfin l'artériole glomérulaire afférente qu'on a vu tout à l'heure qui va rentrer dans le corpuscule de Malpighi. Ces artérioles glomérulaires afférentes vont se terminer à la périphérie du rein dans un réseau d'artérioles sous-capsulaires qui forment un plexus capillaire. Donc, en aval de ces artérioles afférentes, la circulation sanguine est assurée par un système porte-artério-artériel spécifique du rein représenté par le corpuscule de Malpighi, responsable de ce qu'on appelle la microcirculation rénale. Parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait l'artériole
afférente qui va rentrer dans le corpuscule de Malpighi. Il y a des capillaires sanguins, puis il y aura l'artère efférente qui va sortir. D'accord? Donc, c'est la microcirculation rénale qui est fonctionnelle. Donc, on reprend sur le schéma. Donc, le IL. On aura l'interlobaire, l'artère interlobaire qui sont entre les pyramides de Malpighi. Puis, en 14, c'est les artères arciformes. Puis, les artères interlobulaires en 15, artères interlobulaires en 15, qui vont nous donner les fameuses, en 17, les artérioles glomérulaires afférentes. D'accord, vous voyez? Puis, en 19, c'est l'artériole efférente. Et enfin, il y a, ici, on avait dit un système capillaire qui est plutôt nourricier. D'accord? Et le système veineux, c'est le contraire. C'est le contraire. En 20, c'est les vénules étoilées de Vérène, qu'on a vu tout à l'heure. Les vénules étoilées de Vérène. En 16, c'est les veines interlobulaires. En 13, c'est les veines arciformes. Puis, en 9, c'est les veines interlobaires. D'accord? C'est le retour. OK? Donc, le système veineux, on l'a vu sur le schéma, on le reprend sur le laïus. Il provient de deux territoires. Il faut, ça aussi c'est une notion très importante. Il vient de la corticale, c'est-à-dire du cortex du rein. Le sang veineux est drainé par les vénules étoilées de Vérène, puis les veines interlobulaires, lesquelles se jettent dans les arcades veineuses drainées à leur tour par la veine interlobulaire. C'est-à-dire c'est le trajet contraire des artères qu'on a vu tout à l'heure. Il provient aussi, ce système veineux, de la médulaire. Les capillaires médulaires sont drainés par des vénules lesquelles se jettent dans les veines droites ascendantes qui se jettent à leur tour directement dans les arcades veineuses, soit indirectement passant par les veines interlobulaires. Le sang des arcades veineuses est à son tour drainé par les veines interlobaires, puis par la veine rénale, laquelle se jette à la sortie du rein dans la veine cave inférieure. Donc, ce qu'il faut retenir que le système veineux, il y a le recueillement du sang à partir de la corticale et à partir de la médulaire. Mais ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est surtout le système artériel. Donc, voilà un schéma qui nous montre les veines étoilées. Donc, il y a un système veineux qui va venir de la corticale, il va se jeter au niveau des artères et veines arquées. Il y a aussi des veines qui vont venir de la médulaire pour se jeter aussi dans les artères et veines arquées. D'accord? Donc, le système veineux va venir de la corticale et de la médulaire pour se déverser au niveau des artères, des veines arquées. OK? Maintenant, on va parler de la microcirculation artérielle rénale qui est très importante, qui est spécifique au rein. Donc, le microsystème vasculaire rénal comporte un premier réseau artériel, c'est le peloton vasculaire ou flocculus glomérulaire qu'on a vu tout à l'heure. C'est un premier réseau capillaire immédiatement en aval de l'artériole afférente. C'est à ce niveau que s'effectue la filtration du sang pour aboutir à la formation de l'urine primitive. Ce peloton est drainé à la sortie du corpuscule de Malpighi par l'artériole efférente. Ça, on a déjà mentionné tout à l'heure quand on a fait le corpuscule de Malpighi. Le deuxième réseau artériel, il prend naissance de l'artériole efférente, juste après sa sortie du corpuscule de Malpighi, avec deux schémas possibles. Le premier schéma, donc d'une manière générale, l'artériole efférente se distribue en un système capillaire qui circule dans les espaces interstitiels et donne naissance au réseau capillaire péritubulaire, dont le rôle est de faciliter la réabsorption de l'urine primitive. C'est-à-dire ici, il y a une condensation ou décondensation de l'urine autour des tubules. Cette disposition est retrouvée de manière quasi constante au niveau des néphrons courts corticaux. On a mentionné tout à l'heure cette notion quand on a fait la différence entre les néphrons courts et les néphrons longs. Le deuxième schéma,
qui est observé dans la partie la plus profonde du cortex, c'est-à-dire les néphrons longs, adjacente à la médullaire et également dans les colonnes de Bertin. Dans ce cas, les artérioles efférentes, en plus de l'irrigation péritubulaire qu'on retrouve au niveau des néphrons courts, ils vont donner naissance aussi à de longs vaisseaux apparents minces à trajectoire verticale et parallèle aux formations tubulaires contenues dans la médullaire du rein. C'est ce qu'on appelle les vasa recta. Recta, c'est-à-dire rectilignes, c'est-à-dire les vaisseaux rectilignes qui vont jouer un rôle important dans les échanges ioniques et les mécanismes de réabsorption de la zone médullaire. Donc, les vasa recta sont en relation directe avec les néphrons longs. On a dit tout à l'heure quand on a expliqué le tableau. Donc, vous voyez ici l'étroite collaboration entre les tubules avec le réseau vasculaire. Ici, il n'y a pas les vasa recta, ils ne sont pas représentés. Hein. Ça, c'est pour vous dire que la vascularisation est étroitement intriquée avec les tubules. On a fini avec le rein. Maintenant, on va passer au bas appareil urinaire. On aura juste des notions, hein, on ne va pas s'étaler. Donc, on a les voies excrétrices qui vont être classées en voies excrétrices susvésicales, c'est-à-dire en dessus de la vessie, qui sont représentées par les calices, qui sont au niveau du rein, et les bassinées et les uretères. Et on a à côté les voies excrétrices sous-vésicales, représentées par l'urètre. La paroi de ces voies urinaires présente la même structure histologique, à savoir une muqueuse avec un épithélium de transition, qu'on appelle urothélium. C'est un épithélium qui est spécifique aux voies urinaires. C'est un épithélium pseudostratifié. Je dis bien pseudostratifié, particulier, qui s'observe au niveau des voies urinaires. Il borde notamment les uretères, la vessie et la première partie de l'urètre. Donc, la première partie de l'urètre est un épithélium pseudostratifié. Cet épithélium particulier qu'on appelle urothélium a deux capacités fonctionnelles majeures qui autorisent des changements de forme et qui constituent une barrière à la réabsorption de l'urine. C'est-à-dire en principe, il n'y a pas de réabsorption à ce niveau-là. On distingue trois couches de cellules superposées tout en contact avec la lame basale. Je mets ou pas parce qu'il y a une polémique là-dessus, mais nous, pour vous, il faut dire que c'est des cellules, c'est un épithélium pseudostratifié. D'accord? Il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent que c'est pour ça qu'on l'appelle urothélium, parce que c'est un épithélium particulier. On n'a pas pu le classer correctement. Mais on va rester à votre niveau dire que c'est un épithélium pseudostratifié. Une couche basale de cellules prismatiques. Il y a trois couches donc. Une couche basale de cellules prismatiques. Une zone intermédiaire faite d'un nombre variable de couches de cellules en fonction du degré de remplissage de la lumière. On va comprendre ce que c'est sur le schéma. Une couche superficielle ou luminale faite de cellules en ombrelle ou en raquette. Elles ont la forme d'une raquette à tennis. Observées quand la vessie est vide. Ces cellules sont caractérisées par la présence de zonula occludens, c'est-à-dire des liens entre les cellules très très forts pour éviter que l'urine ne filtre. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a ce qu'on appelle les cuticules apicales imperméables à l'urine. En principe, classiquement, on disait qu'au niveau de la vessie et des voies urinaires, il n'y avait pas d'absorption de l'urine. Mais on commence à douter de ça, d'accord? Enfin, le chorion est conjonctivovasculaire et aglandulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de glande dans les voies excrétrices, au niveau de la paroi. La musculeuse, elle est lisse, disposée généralement en deux couches ou trois, par exemple, au niveau de la vessie. Il faut savoir que, bien sûr, la vessie, elle est plus riche en muscles qu'au niveau des uretères et de l'urètre. Il y a une couche interne formée de fibres musculaires lisses longitudinales, une couche externe circulaire et l'adventice qui est fibroélastique pouvant être revêtue du feuillet viscéral de la séreuse péritonéale.
Il y a certaines caractéristiques qu'on va... bon, avant de voir les caractéristiques, voilà. Donc, je vais vous montrer ici l'urothélium. Quand la vessie est pleine, c'est un épithélium qui est plat pratiquement. Quand la vessie est vide, il y a ce qu'on appelle l'apparition des cellules en raquette. Ok? Voilà. Je reprends. Donc, la structure microscopique de la paroi des voies urinaires varie en fonction du segment considéré. Au niveau du tiers inférieur de l'urètre, la musculeuse est faite de 3 couches. Couche interne longitudinale, moyenne circulaire, externe longitudinale. Au niveau de la vessie, la musculeuse est très développée. Elle est répartie en 3 couches de fibres musculaires lisses. Lorsque la vessie est vide, l'épithélium contient les cellules en raquette qu'on a déjà mentionnées. Au niveau de l'urètre, on va le voir en détail quand on va faire l'appareil génital mâle. Donc, chez l'homme, il comporte 3 portions, l'urètre prostatique, membraneux et spongieux. Chez la femme, l'urètre est particulièrement court, il mesure environ 4 cm. Sa paroi est caractérisée par un épithélium prismatique stratifié. Faites attention, tout à l'heure, je vous avais dit que la partie supérieure de l'urètre était pseudostratifiée et finalement, la partie basse de l'urètre chez la femme est prismatique stratifiée. Un chorion glandulaire, il y a des glandes de Morgani, et une musculeuse lisse qui présente des fibres musculaires lisses annulaires au niveau de l'extrémité sous-vésicale, formant le sphincter lisse. Il est doublé aussi par un sphincter strié. Donc voilà un schéma des voies urinaires. Donc il y a l'épithélium pseudo-stratifié, j'insiste là-dessus. Il y a une musculature qui va dépendre selon qu'on soit au niveau des uretères ou de la vessie par exemple, etc. Je crois que c'est la dernière diapo, effectivement. Voilà, j'espère que j'étais claire. Il faut axer surtout sur la structure du rein et la vascularisation. Je vous remercie.